Je vais laisser la parole à la secrétaire de l'association, Morgane Bellec. Donc, merci à vous d'être là ce soir. Merci pour votre temps. Donc, bienvenue à la 5e conférence débat intitulée Comprendre les agirs violents des adolescents et adolescentes difficiles. Donc, avant de commencer la conférence, une petite page pub pour notre association. Donc, la SCADJ, c'est la Société calédonienne d'analyse transculturelle de groupes et d'institutions, qui a été fondée en 2016. Donc, les adhérents sont donc des psychologues, des médecins, des psychothérapeutes, des éducateurs, des soignants, des travailleurs sociaux, des juristes, des enseignants, enfin toutes les personnes qui pratiquent du groupe dans leur institution et ou tout simplement qui sont intéressées par l'approche psychanalytique de groupe euh, au sein de leurs institutions. Donc en fait, c'est vraiment comment mettre en place la psychanalyse dans différents dispositifs de groupe, aussi bien dans les analyses de groupe, dans les psychodrames, dans les thérapies de couple et familiales, dans des groupes à médiation, au sein d'un public auprès des enfants, des adolescents, des adultes, en pratique privée, publique ou en formation. Donc sur le terrain, la SCADJ, elle peut aussi répondre à des demandes d'institutions. Ça grésille. Pour adapter des dispositifs d'intervention, c'est moi en fait, psychosociales concernant des sujets de société. La SCADJ aussi propose des formations. Donc la prochaine qui arrive, elle est autour de la sensibilisation au photolangage, proposée par Pietro Alfano qui nous viendra d'Italie. Puis celle autour des adolescents difficiles et expériences de groupe analyse en situation multiculturelle. Ça y est, j'ai maîtrisé le truc. Donc, il sera proposé par André Sirota de Métropole, Olga Bamisso du Bénin et Bulgarie et Grégoire Thibouville de Nouvelle-Calédonie. La SCADJ aussi propose des groupes de supervision menés par le professeur André Sirota. Donc, ce sont des regroupements à hauteur d'une fois par mois en vidéoconférence. Pour info, la prochaine conférence débat qui sera le mercredi 19 juillet, menée par le docteur en sociologie Maxime Duvio, autour de la jeunesse et la route, autonomie, risque et responsabilité. Voilà pour les actus de l'association. Donc, je referme la page pub et je laisse le micro à Jean-Claude Becker. Merci Morgane. Bonsoir tout le monde. Je vais tenter d'introduire le propos, la conférence de Grégoire. Il m'a chargé de ça, donc un moment intéressant. Je voudrais commencer par vous citer quelques propos que j'ai entendus. Deux citations de propos que j'ai entendus. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne, alors c'est là en toute beauté et toute jeunesse le début de la tyrannie. Ah, ça c'est un premier propos. Deuxième propos, cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur. Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront jamais comme la jeunesse d'autrefois. Ceux d'aujourd'hui ne sont pas capables de maintenir notre culture. Alors, on aurait cru d'entendre ça dans le café d'à côté il y a 5 minutes. Il se trouve que la dernière citation, vieille de plus de 3000 ans, est une découverte sur une poterie d'argentile dans les ruines de Babylone. Et la précédente citation vient de Platon vers 347 avant Jésus-Christ. Donc ça commence à dater. Alors, pourquoi je dis ça ? Est-ce que cela signifie qu'il faille, en fin de compte, relativiser, dédramatiser ? Non. Je crois plutôt que c'est là une confirmation que nous nous trouvons devant une réalité intrinsèquement liée à ce qui constitue un humain qui se trouve être en pleine transformation.
l'adolescence ou autre. C'est une réalité psychique permanente. C'est pour ça qu'elle date, depuis que l'humain est là. Il s'agit de la permanence psychique de ce qui nous trouble lorsque nous sommes devant un adolescent en pleine recherche de lui-même, et ce, à travers de multiples provocations. Il nous pousse à bout, dit-on. Oui, c'est le propos de quelqu'un qui veut trouver, et cela le met en équilibre très instable, quitte à oser tous les excès. C'est donc aussi le bon côté de l'ado. Je m'y retrouve bien parce que j'étais un peu ça au début. Grégoire, qui me connaît bien, pourrait le confirmer. Mais lorsque ce jeune qui tâte, ose, provoque, évolue dans un environnement défaillant, en manque d'écoute, victime d'un vide affectif, d'une violence, et pas uniquement familiale, ne nous y trompons pas. Et ce, dès le plus jeune âge, alors ce jeune le fait savoir, pas sciemment, mais souvent à son insu, en faisant éclabousser sans limite. Je dis bien sans limite. Et c'est bien un des problèmes. Ce qu'il vit d'insupportable à travers cette crise, il éclabousse. Il passe à l'acte, comme on dit. Aucun jeune n'a décidé d'être dans la délinquance en se levant un beau matin, les deux doigts dans le nez. Ce n'est pas quelque chose qu'il a décidé comme ça, in situ. Alors à qui la faute? On est pressé de répondre, et on répond souvent à cette question. Et on voudrait une réponse définitive. Je crois que c'est une fausse question, car elle ne sert qu'aux uns adultes à renvoyer la balle aux autres adultes. Les uns et les autres étant les parents, l'éducateur, l'enseignant, le religieux, les animateurs, bref. On est tous capables de botter en touche, en affirmant que c'est l'autre. Puis-je me permettre de nous inviter tous ici, ce soir, à nous sentir concernés d'une manière ou d'une autre. Il s'agit en fait d'un processus en somme beaucoup plus complexe, où un jeune n'a parfois que d'autres sorties que celui d'être le caïd, le héros, capable des pires horreurs. Il ne s'agit pas ici d'excuser, loin de là, et d'ailleurs ce ne lui rendrait pas service. Il s'agit plutôt d'appréhender une grande complexité dont on entrevoit des explications possibles et dont les réponses demeurent délicates et difficiles. Je vous invite ce soir à sortir de toute affirmation simplifiée, qui n'aurait que la seule fonction de nous faire croire qu'on a définitivement trouvé une solution, ce qui n'aurait comme effet d'empêcher toute remise en question de notre part d'adultes. Grégoire nous invite à cela et à répondre à cette question. Qu'est-ce qui se trame chez le jeune en difficulté à travers ses agirs violents? Cela ne se trame jamais uniquement et seulement dans l'instant présent où il agit dans la violence. Cela ne se trame pas uniquement de son fait lorsqu'il est violent, ou lorsqu'il ne violente pas uniquement la personne qui sera victime de son acte. Merci Grégoire de nous faire part de ta réflexion, tes analyses, tes pratiques, à partir de tes multiples expériences cliniques et des pistes que tu as expérimentées et qui vont nous ouvrir un large questionnement. À toi. Merci. Merci Jean-Claude. Vous entendez bien du coup dans la salle? On essaye de faire des petits réglages, c'est pas toujours évident. Plus loin? Trop loin, ça, on va peut-être pas m'entendre. Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci à Morgane pour la présentation et à Jean-Claude d'être mon discutant pour cette soirée. Alors c'est vrai que pour certains, vous m'avez peut-être déjà croisé dans des organisations de conférences, mais c'est la première fois que j'en fais réellement une en Nouvelle-Calédonie sur des thèmes de recherche qui me tiennent à cœur depuis à peu près une douzaine d'années sur le territoire. Donc l'enjeu de comprendre les agirs violents des adolescents, adolescentes, on les oublie aussi des fois les filles, c'est important de le préciser, difficile. Je vais axer mon intervention de ce soir sur deux dimensions, l'absence de répondants et sur la défaite du récit des origines, pour préciser mes propos, et m'appuyer entre autres sur le travail et l'élaboration d'un de mes aînés qui nous a quittés trop tôt en septembre dernier, qui était mon directeur principal de ma thèse de doctorat. Donc c'est aussi pour moi l'occasion de lui rendre hommage en communiquant et en
parlant un petit peu aussi de ses travaux, de ses pensées, et de la continuité dans laquelle on peut s'inscrire les uns et les autres ou s'inspirer. Peut-être pour me situer, je suis psychologue clinicien, je travaille principalement en libéral, mais j'ai eu la chance d'avoir des expériences institutionnelles, entre autres à l'aide sociale à l'enfance, dans un foyer, et par la suite, j'ai pas mal bourlingué en tant que plutôt dans les analyses de pratiques professionnelles auprès d'équipes soignantes, éducation spécialisée, dans le champ du handicap. Une partie de mon travail s'est centrée aussi auprès de la protection judiciaire, et que je remercie aussi chaleureusement par rapport à l'accompagnement qu'ils ont eu pendant plusieurs années durant ma thèse. Ces sujets présentent un défaut majeur dans l'intériorisation des limites et des différenciations fondamentales. Dedans, dehors, moi, non moi, sexuel et générationnel. La configuration de liens incorporés est ainsi soudée à une organisation défensive singulière. Et c'est ce conglomérat de mouvements violents qui va sans cesse être rejoué dans le lien et le contact avec l'autre et les autres. Pinel 2016. À l'adolescence, le chemin est long pour parvenir à l'acceptation de limites, d'abord externes à soi, avant d'être mises à l'intérieur de soi. Elles sont alors constitutives de soi. Le devenir passe par le pubertaire, une des périodes les plus turbulentes de la vie humaine. Et je pense que certains d'entre nous en s'en rappellent. Il peut être d'une grande violence pour le sujet, jusqu'à insoutenable pour les plus fragiles. Sa confluence avec des violences de l'infantile, ressurgissant d'un passé non intégré, peut être dévastatrice s'il n'y a pas eu de contenant externe sécurisant pour le sujet adolescent. Bien des comportements juvéniles s'avèrent plus ou moins bruyants. Ils révèlent un attrait irrésistible pour des conduites de l'extrême, plutôt effrayantes, suscitant de fortes inquiétudes. L'adolescence précède et prépare l'accès à l'intériorisation des modèles sociaux généraux. En effet, sans règles du jeu partagées, aucune vie sociale n'est possible. Les adolescents et adolescentes qui glissent progressivement dans la délinquance ont été très tôt mis en danger par des fragilités familiales. Le plus souvent, des violences intrafamiliales les ont empêchés d'investir l'école. Cette entrée en délinquance s'opère sous l'influence de pères. Elle peut être jalonnée d'abus sexuels violents commis par des pères ou des aînés. Comme le propose Jean-Pierre Pinel, les adolescents, adolescentes en grande difficulté psychosociale se montrent de deux manières articulées. D'une part, ils s'exhibent sans cesse avec des agirs de destruction et de déliaison. Leur destructivité de l'objet est tournée vers eux-mêmes ou vers des cibles extérieures. Dans le regard des soignants, des éducateurs ou des enseignants, ils apparaissent englués dans une délinquance où domine l'autosabotage, l'avidité consommatoire, ainsi qu'un rejet radical de toute dépendance subjective à autrui. D'autre part, via les résonances en eux, ils produisent des effets sur leur environnement, institutions et ensemble intersubjectifs, que ce soit scolaire, éducatif, soignant, groupe de vie ou famille d'accueil. Ils se montrent inaccessibles, récusant toute offre d'accompagnement éducatif, de soins ou de travail thérapeutique. Ils présentent, au-delà de l'attaque du lien, une pathologie du contact. Ils attestent répétitivement de leur errance subjective et de leur déracinement identificatoire en une modalité d'exil infini. Tout se passe comme si le jeu, en manque d'étayage, d'appartenance et d'ancrage, s'était constitué à partir d'un vide pathologique inélaborable. Donc nous allons présenter différentes occurrences d'absence de répondants observées à l'écoute d'une défaite du récit des origines. 6 types de défaites nous sont apparus. Puis à travers l'expérience d'un adolescent, pyromane, appelé ici Hector, nous discuterons de l'extension du travail d'élaboration initié par Pinel. Les modalités observées d'absence de répondants.
L'absence de répondant qui se révèle à l'écoute de l'histoire singulière d'un adolescent difficile est un des marqueurs majeurs de la clinique du vide. Un signal d'un défaut, du regard de la mère, Winnicott, d'un désert intérieur, Pirlo. Cette page restant blanche dans l'être, sans texte, nous fait penser au travail de Janin sur le traumatisme froid. Pinel attire notre attention sur 3 modalités d'absence du répondant. La rétaliation, la voie de l'incestualité et celle du lâchage. La première modalité, qu'il appelle la rétaliation, exprime l'application de la loi du talion, laquelle prétend à la réciprocité du crime et de la peine infligée, hors de tout droit. Dans notre clinique, le parent concerné est pris dans une logique féroce du lui ou moi. L'enfant répond par des violences physiques ou verbales à la destructivité primaire du parent. Ce trop-plein d'excitation de l'objet est analogue à celui de l'infance, confronté à des effractions répétées du par-excitation sans espoir de consolation. Pinel souligne que le bébé va être maltraité dans le langage, mal nommé, insulté et confronté à des maux actes narcissiquement meurtriers, de sorte qu'il ne pourra construire une confiance dans les mots pour témoigner de ses expériences internes. Ce n'est pas sans nous faire penser à la violence fondamentale décrite par Bergeret, qui est agie, non régulée et parfois perversifiée par la sexualité adulte. La seconde modalité proposée par Pinel, d'absence de répondant, est la voie de l'incestualité, où le sujet vit des expériences de type incestuel, voire incestueuse, qui sont équivalents à une violence meurtrière, laquelle porte gravement atteinte à la capacité de subjectivation, le fait de devenir un sujet, comme d'objectivisation, le fait de transformer l'objet dans son extériorité. La troisième modalité est celle du lâchage. Ces formes vont de la défection, de la discontinuité, à la DZ, qui donne à éprouver le vide intérieur de la mère morte, selon Green. L'alcoolisme, la toxicomanie et différentes atteintes d'ordre psychotique font des êtres incapables de répondre pour l'enfant. Ce lâchage ne relève pas seulement de l'objet primaire, le rôle de la mère, mais aussi du couple parental avec ses désunions et ses guerres conjugales, du groupe familial, voire de la communauté, ou plutôt du groupe d'appartenance primaire. La violence de l'adolescence constitue sans doute un recours défensif face à la violence du pulsionnel, de l'excitation non contenue. L'acte envahissant empêche tout travail psychique, susceptible de lier processus primaires, tout ce qui relève de l'inconscient, et les processus secondaires, ce qui relève du préconscient conscient. L'avant-coup, au coup et à l'après-coup. 6 types de défaites du récit des origines. Les adolescents abandonnés, blessés et ou comme effacés par l'inceste nous amènent à penser leur point de départ. Ce sont des enfants qui ont été d'abord mal accueillis, selon Ferenczi, rejoignant le scénario originaire avec les ratés de leur accueil originel, lors du processus pubertaire. Ils nous questionnent sur leur désappartenance et leur délogement généalogique, sur leur non-place au sein de la famille et du lignage. Lorsque quelqu'un est là pour le raconter, le roman familial, en référence à Freud, vecteur de la réalisation de désirs et de réussite, peut donner la possibilité de revisiter ses origines, telle une fiction consolatrice. Il offre 2 voies de dégagement, jusque-là entravées par une réalité bien triste. Par l'une, il favorise la métabolisation de ce qui a subi l'enfant prisonnier du creuset de la scène familiale chaotique et trouée, et par l'autre, il se trouve autorisé à l'accomplissement indirect et imaginaire des désirs oedipiens. Ainsi, l'adolescent englué dans un bain obscur, informe et désorganisant, a l'occasion de revisiter son histoire par un accrochage à une figure de contrat narcissique.
Le contrat narcissique, c'est un contrat par lequel un groupe attribue une place et une identité à un individu en contrepartie de sa cohésion, de son adhésion aux valeurs du groupe et de sa contribution à sa pérennité. Pour approcher cette défaite, Pinel propose des exemples cliniques. Nous les résumons dans le tableau suivant. Je sais que c'est écrit un peu petit, mais c'est plus une invitation. Ça vous oblige à m'écouter. Donc, 6 types de défaites du récit des origines. La première, le silence sur ses origines. L'adolescent, l'adolescente sollicite sa mère, ou son père, ou un membre de la famille selon les configurations, sur ses origines. Elle y oppose une fin de non-recevoir. Les répercussions, la demande est contrainte au silence, laissant place aux fictions les plus horribles et les plus violentes. Deuxième type, le scénario ahistorique. L'adolescent, l'adolescente est issu d'un agir, incestuel ou non, d'un viol, d'une rencontre éphémère, dont on n'a jamais su en dire quelque chose. Les répercussions, ni le désir, ni l'amour, ni le père ne peuvent s'inscrire dans l'histoire du sujet. L'incestualité, voire l'inceste, agit, déshérite l'adolescent, l'adolescente d'une place dans le montage généalogique ou le montage humain. Ne pouvant renoncer au désir d'être tout, le sujet se constitue comme un être sans limite. Troisième type de défaite du récit des origines, la déprivation paternelle, selon Winnicott, à la puberté. L'ado subit une rupture brutale des liens au père, à la figure paternelle. Répercussion, c'est l'une des formes tragiques du délogement généalogique, où la privation paternelle a pour conséquence d'entraver l'accès à la sublimation de la violence. Quatrième type, enfant mal accueilli car non désiré. L'ado représente l'ancêtre haï, persécuteur, le retour d'un fantôme, la réactivation d'un événement traumatique familial ou collectif, inélaboré car enclavé. Les répercussions, les parents, voire les membres du groupe primaire, n'attendant pas et ne désirant pas l'enfant devenu adolescent, ce dernier se retrouve mal investi et laisse place à une violence destructrice non métabolisée, non transformée. Cinquième, rupture des liens par abandon du foyer familial. L'adolescent rompt les liens familiaux en quittant le domicile, en s'éloignant définitivement. Par cette fuite, à l'extérieur du foyer familial, l'adolescent part au risque de réaliser un agir meurtrier parricide ou d'un passage à l'acte incestuel, témoignant du défaut radical de limite dans l'économie de cette famille. Dernier type, proposé par Pinel, les ratés du processus d'adoption, qui peuvent être souvent constatés dans nos cliniques en Nouvelle-Calédonie. Lors de la puberté, par la violence pulsionnelle et les mouvements de désidéalisation externalisés par l'adolescent, les parents adoptifs, poussés à bout, le rejettent, demandent son placement institutionnel, infligeant un ultime abandon. L'adolescent est privé de tout ancrage généalogique. Elle, n'a plus d'accès et de lien possible avec sa famille d'origine, comme avec sa famille adoptive. Donc pour étayer un petit peu mes propos, je vous propose qu'on aborde ensemble Hector, un adolescent pyromane. Âgé de 14 ans, Hector est l'un des 7 jeunes participants d'un groupe sociothérapeutique, plurigénérationnel et multiculturel, qui a eu lieu en 2016. Il l'intègre quelques semaines après son placement dans un foyer éducatif de la protection de l'enfance et de la jeunesse en Nouvelle-Calédonie, pour avoir commis de nombreux vols en Réunion, dont un avec circonstances aggravantes, ayant détruit un établissement scolaire par incendie volontaire. Nous avons pensé à lui pour partager une proposition d'extension des élaborations de Pinel sur l'absence de répondants et sur la question de la défaite du récit des origines.
Voici ci-dessous une brève présentation d'Hector, avec quelques éléments anamnésiques issus d'échanges avec les éducateurs du foyer, ainsi que par son bref parcours dans le groupe sociothérapeutique. Hector est un jeune adolescent métis kanak, de statut civil de droit commun et non de droit coutumier. Il revendique son identité pro-kanak rebelle, pour leur reprendre ses propres mots. Son père, kanak, est originaire d'un village sulfureux de la côte Est, d'où était originaire un grand leader de la cause indépendantiste kanak. Ses parents vivent en union libre et Hector est l'aîné d'une fratrie de 4. Son frère cadet, lui, a été adopté par ses parents, par une donation coutumière. Durant ses premières années d'enfance, jusqu'à la puberté, Hector a été entouré de ses grands-parents paternels en milieu tribal. Notons que la seule ressource financière provient du travail salarié de la maman. Le papa se consacre, lui, à la culture vivrière, à la chasse et à la pêche. Dans la société calédonienne, le clivage est certain entre le monde post-traditionnel et le monde capitaliste et urbanisé. Un regard occidental aurait tendance à le qualifier de non-travailleur et de marginal, ne participant pas au système néolibéral et post-colonial dominant en Nouvelle-Calédonie. Vers ses 11 ans, la famille nucléaire, donc les parents et les enfants, d'Hector déménage dans un autre village car la mère fonctionnaire est mutée. Cet éloignement géographique rompt le lien avec les figures grands-paternelles, qui avaient été structurantes pour lui. Cet arrachement socio-affectif a profondément déstabilisé Hector. Dans le nouveau village et dans son nouveau collège, il trouve refuge auprès de jeunes en perdition, comme lui. Très souvent absent, il prend le chemin d'un décrocheur scolaire pour progressivement glisser vers la délinquance. Hector intègre donc le groupe plurigénérationnel et multiculturel à partir de la 4e séance jusqu'à la 17e et dernière. Ce groupe de parole se déroule dans la case du Sénat coutumier, une fois toutes les 2 semaines. Il est composé d'adultes, 2 psychologues, l'un européen, l'autre kanak, 2 éducatrices, l'une figure maternelle, l'autre une figure sororale, un éducateur européen et le sénateur coutumier kanak, le grand-père. Et bien sûr, les jeunes placés dans ce foyer de la protection judiciaire. Hector porte jour et nuit un t-shirt sur sa tête, comme pour la dissimuler, la cacher, tel un petit enfant le ferait. Lors de sa première séance, il retire sa capuche en entrant dans la case. Il ne parle pas pendant plusieurs séances. Depuis son éloignement du village natal, Hector nous confie s'alcooliser, avoir une consommation de cannabis et subir des violences intrafamiliales. Une fois, il exprime son envie de mourir, de suicide, surtout lorsqu'il a été arrêté par les gendarmes. Lors d'une autre séance, il partage son anxiété et son inquiétude sur l'avenir et sur la question de l'incarcération, qui reste en suspens pour certains d'entre eux, dont lui. On apprend également qu'Hector comprend quelques mots, mais ne parle pas sa langue maternelle. Au foyer, comme dans le groupe sociothérapeutique, Hector use de sa toute-puissance et se place dans une opposition systématique à l'autorité. Il témoigne d'une grande méfiance envers l'adulte et peut parfois avoir un versant persécutoire. Il évolue de plus en plus via des conduites ordaliques, toutes ces conduites, de prise de risque mortelle ou presque, et des agirs violents, comme si la tentative d'aide apportée n'était pas suffisante. On va discuter de 2 aspects maintenant. C'est plutôt moi qui vais discuter. Et après, on partagera ensemble. Sur l'espace intime de la famille et sur l'environnement scolaire. L'espace intime de la famille chez Hector. Tel qu'Hector se donne à voir, 3 points nous interpellent. L'absence de répondant, avec comme modalité celle du lâchage, la déprivation paternelle, ou, peut-être dans le cas d'Hector, et c'est l'hypothèse que j'émets, une déprivation grand-paternelle à la puberté. Et également le raté du processus d'adoption, je le mettrai entre guillemets, avec une lecture culturelle en Nouvelle-Calédonie. Vraisemblablement, Hector s'est senti lâché, dans le sens d'une DZ
principalement maternelle. La mère semble absente finalement de l'éducation et la vie quotidienne de son fils. Seul son travail semble être important. On pourra à de nombreuses reprises voir Hector adopter des postures régressives de type infantile, convoquant le maternel à travers son contact avec les éducatrices, tant au foyer que dans le groupe sociothérapeutique. Qu'est-ce qu'être un père au XXIe siècle? Je pense qu'il y a quelques papas dans la salle. La situation d'Hector nous interroge sur la fonction et la place du père dans nos sociétés d'aujourd'hui. Cela rentre en résonance avec les travaux de Guillaumin et Roger. Rappelons que la société kanak est une société patriarcale et que la société française l'est aussi, et que la société canadienne l'est aussi. Donc on est bien enfermé dans ce patriarcat, on essaye d'en sortir tout doucement. Mais son système social aussi, en tout cas pour le monde kanak, est basé sur l'homme, pour ce qui relève de la transmission du foncier, des droits, des pouvoirs et des responsabilités. Le garçon ou l'homme, symbolisé dans l'imagerie kanak par la sagaie, le casse-tête, le sapin ou l'igname, assure la descendance et la perpétuation du nom qu'il porte, ainsi que la fonction sociale qui lui est inhérente. Le père d'Hector ne semble être qu'une ombre. Il donne à éprouver à ce fils un vide dépressif contemporain, d'où semblent s'originer toutes les violences de son fils. Ce père n'appartient pas au monde néolibéral et capitaliste qui domine la société calédonienne. Il est considéré lui-même comme un marginal, quoique vivre de l'activité vivrière, comme la chasse et la pêche, n'est pas une exception ici, dans le monde tribal. Pouvons-nous parler d'une forme de déprivation grand-paternelle? Il est vrai qu'Hector a été éduqué, entouré de ses grands-parents paternels, jusqu'au moment où le travail de la maman l'expatrie dans un autre village. Si le travail de la mère arrache l'enfant de son creuset des origines, si le travail du père est déconsidéré, si l'attache des grands-parents est ignorée, comment faire pour grandir? Si aucun récit ne parvient à donner de la valeur et un sens constructif à ces mutations, comment grandir sans mots? Mais il y a aussi la question du sentiment d'abandon chez Hector, d'une certaine forme de raté dans le processus d'adoption, de donation. Hector a été finalement confié à ses grands-parents paternels et les a investis comme des figures parentales. On ne peut pas dire que ses grands-parents aient eu une posture de rejet, mais ils n'ont peut-être pas su, ou pas su suffisamment, manifester à leur petit-fils leur amour et leur lien. Par cette migration forcée, Hector se retrouve en quelque sorte arraché à ses grands-parents. En pleine puberté et suite d'un déracinement, il se retrouve donc sans véritable ancrage généalogique fiable et stable. Concernant l'environnement de l'institution scolaire, au-delà de l'espace intime de la famille, l'institution scolaire se trouve elle aussi bousculée lors des remaniements pubertaires de nos adolescents et adolescentes. De manière plus ou moins bruyante, par l'absentéisme, le décrochage et les comportements violents, tant verbalement que physiquement, dirigés vers ses pairs ou le corps cadre des adultes. Pour Hector, être élève suppose d'avoir acquis un certain type d'organisation subjective, de compétences ou de capacités sociales. D'une part, celle d'être seul en présence du groupe, en référence à Roussillon, semble incontournable. Et d'autre part, celle de savoir écouter et de prendre la parole de manière adéquate et recevoir un savoir en prenant du plaisir à être dans le groupe classe. À son insu, l'école, mais aussi son foyer d'accueil, produit et réveille chez Hector, comme ces jeunes sujets vulnérables narcissiquement, la menace du vide et de l'effondrement, de l'agonie, de la désintégration et du désespoir. Nous comprenons mieux la quasi-impossibilité de rester en place au risque de se perdre psychiquement. Leur montage pulsionnel ne permet pas suffisamment une bonne inhibition motrice ou une bonne castration musculaire, référence à De Lyon. De plus, ils n'ont pas accès à une certaine forme de féminin élémentaire, à louche,
due au manque de contenance et de la difficile position de réceptivité passive exigée dans un espace-temps que sont les cours scolaires ou les interventions comme une conférence. En tout cas, vous semblez avoir les deux compétences, aussi bien la castration musculaire, parce que vous ne semblez plus bouger, et avoir une certaine forme de féminin élémentaire, une capacité à écouter et à recevoir passivement. Ça pourrait mériter débat. Ces adolescents et adolescentes ne se cantonnent pas seulement à l'attaque des liens et du cadre, aussi qu'aux conduites ordaliques, à la recherche de sensations extrêmes qui les soulageraient de leur souffrance, telle une automédication à l'effet analgésique. Ces sujets, carencés et en perdition, sont comme des migrants psychiques. Sans territoire, ils divaguent sans trouver véritablement un refuge suffisamment contenant, rassurant et aimant. Ils sont donc amenés à être des sans-domicile psychique, ou SDP. Dans la compréhension du vécu de l'émigration et du déracinement, je fais un petit détour pour les travaux d'un Italien, un ethnologue, de Martino, qui mérite d'être connu. Il développe, entre autres, les notions de crise de la présence, qui est la perte de sa place à un moment donné dans l'histoire, et de l'apocalypse culturelle, qui est une crise communautaire contenant la révélation embryonnaire, mais virtuelle, d'un nouveau monde, d'une existence meilleure. L'apocalypse culturelle représente une voie de transformation de la souffrance psychique individuelle. D'où la problématique pour eux de contenir et de traiter les expériences psychiques négatives, néfastes, voire déshumanisantes, telles des situations abandonniques, d'empiètement et d'abus narcissiques. De fait, ne pouvant introjecter un objet secourable et consolateur, le recours à des mécanismes de décharge, d'évacuation est incontournable dans la majorité des cas. Dans le cas d'Hector, cela va jusqu'à brûler, à mettre le feu à son collège. Abraham et Torok parlent même de périphérisation. C'est un ensemble de mécanismes de défense, pluriels, qui ont pour convergence de reporter sur les périphéries les conflits, les souffrances et les dangers, affectant et touchant de plein fouet leur noyau. Hector est dans une certaine survivance psychique. Il n'est donc pas surprenant de voir ce mariage antinomique entre des adolescents et adolescentes difficiles comme Hector, pris dans un paradoxe insupportable entre toute puissance et désespérance, et des toxicodépendances comme l'alcool ou le cannabis ou d'autres drogues. Dans son nouveau village, dans son nouveau collège, faute d'ancrage généalogique, face à des répondants qui semblent absents, confronté à un état de déprivation parentale, voire grand-paternelle, c'est ainsi qu'Hector trouve refuge auprès d'un groupe de pères déviants. En guise de conclusion ouverte, par les ruptures, sinon les défaillances initiales majeures du contrat narcissique, les ados, comme Hector, portent symptômes de leur groupe primaire, de leur famille, se retrouvent donc sans place assignée dans un montage filiatique, de lignage, et par conséquent dans un groupe d'appartenance défini. Ils ne peuvent même pas s'appuyer sur les liens fraternels et sociaux. Comme l'écrit Pinel, la fracture des liens inter- et intragénérationnels confronte le sujet à être précipité dans leurs liens, dans leur lieu. D'où l'engagement dans l'errance psychique et sociale comme signe du vide narcissique et de la brisure du trajet identificatoire. Ajoutons que ces ados difficiles attaquent avec une brutalité sans limite des idéaux parentaux, bien plus que dans les processus adolescents ordinaires. Dans l'aménagement limite de ces sujets, nous pouvons parler d'une pathologie des idéaux, allant jusqu'à la désidéalisation radicale. Nous parlons de ces adolescents, de ces ados, comme dans l'incapacité d'investir et de croire en un idéal doté d'une force de vérité, fiable et consistant. Dans leur parcours de vie traumatique, les idéaux sont plutôt vécus comme inconsistants, faux, trompeurs
et inaccessible. C'est une effroyable faillite des idéaux et du processus d'idéalisation. Processus par lequel l'objet du désir se trouve investi par le sujet de qualités qu'il ne possède pas objectivement. Donc processus d'idéalisation qui se produit pour ces ados. La conséquence directe est le clivage avec, d'un côté, une évidente et grave désidéalisation des idéaux culturels, portés par les institutions sociales prégnantes, et de l'autre, une idéalisation prothésique à des idéaux plutôt sombres et néfastes, empreints de revanche, voire de vengeance sur la vie qui leur échappe, que des bandes délinquantes, des groupes mafieux ou sectaires vont porter et incarner. Ces ados difficiles, aux pathologies limites, se construisent donc sur une sorte d'inconsistance de contenant et des instances intrapsychiques, avec une fonction surmoïque et un idéal du moi inefficient. Fonction surmoïque, tout ce qui est lié à l'autorité, l'interdit, la morale, et l'idéal du moi, tout ce qui désigne les valeurs positives auxquelles aspire le sujet. Elles sont inefficientes, car soumis au moi idéal, qui désigne une instance reposant sur un idéal de toute puissance infantile, fondé sur le narcissisme infantile. Vous voyez ces enfants de 2-3 ans qui sont extrêmement dans la toute-puissance, l'expression, on les retrouve quelques années plus tard lors de la puberté. Si certaines étapes se sont bien passées, on va dire que ça ne se passe pas trop mal avec eux. Et pour ceux ou celles qu'on a la charge, de ceux qui sont plus difficiles, on arrive à identifier les moments de leur vie où ça a été complètement chaotique. Il faut ajouter leur grande labilité des contenus représentatifs, qui participent à une très grande précarité des différenciations intra- et intersubjectives, c'est-à-dire entre le dedans et le dehors, le moi et le non-moi, le sexuel et le générationnel. D'où l'intérêt de développer, ici en Nouvelle-Calédonie mais ailleurs, des dispositifs cliniques afin de pouvoir les aider à se réparer psychiquement et socialement. Merci de votre attention. J'ai 2-3 questions, puis ça permettra de faire le lien avec vos questions à vous et donc d'ouvrir un échange. Alors, j'ai été tout à fait admiratif un petit peu de la description des mécanismes qui sont décrits et en fait qui paraissent effectivement très complexes. Mais alors, qu'est-ce que c'est déprimant? Parce qu'en fait, on s'aperçoit au fur et à mesure de tes propos qu'au fond, il y a presque à un moment donné que les dés sont joués. Tellement les origines, avec tous les mécanismes et les exemples qu'on vient de citer, on va se dire, mais qu'est-ce que c'est rattrapable? Alors on se dit, est-ce qu'on assiste? Alors parce que Hector est un exemple, mais dans mes séances d'analyse des pratiques, je pense à différents endroits, je retrouve plein d'Hector. Ils sont pléthores. Et en fait, je me dis, mais est-ce qu'on a affaire soit à une génération sacrifiée dont on va essayer de faire avec, en subissant, ce qui serait dramatique, soit de se dire, il y a quelque chose à faire, et c'est vrai que le chemin clinique est certainement une piste intéressante, mais c'est une piste qui est un pari qui est ardu, et qui n'est pas, généralisé dans nos institutions, encore moins à l'école, parce qu'on a bien compris que l'école et les foyers et les institutions sont plutôt une bonne proie pour des gens comme Hector. C'est-à-dire qu'en fait, il va trouver un punching ball par rapport à toute la mécanique violente qu'il a subie et donc, du coup, l'exprimer encore davantage. Et donc, du coup, rendre impuissant et à la fois l'école et les foyers qui n'en peuvent plus et qui sont complètement débordés. Je ne sais pas si je traduis bien, mais c'est tout à fait ça. Alors, la question qu'on peut se poser, alors moi, je suis éducateur spécialisé, donc consultant de formation, donc ma question est un petit peu à double voie, c'est-à-dire les voies cliniques. D'une part, est-ce que des voies cliniques aussi, comme celles que tu préconises, peuvent être généralisées et de quelle manière et dans quel sens? Et ensuite, quelles sont les possibilités pour des structures classiques, comme les foyers, comme l'école, ou même des modalités en milieu ouvert d'accompagnement? Qu'est-ce qu'ils peuvent, eux, imaginer
comme porte ouverte à cette possibilité-là, ce qui n'est pas apparemment le cas pour au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment tu pourrais, dans un premier temps, répondre à cela. Merci Jean-Claude. Pour dire, la famille étant un petit peu défaillante, effectivement, un certain nombre de scénarios vont se rejouer, entre autres des scénarios traumatiques, vont se rejouer avec des figures adultes au sein de l'école. Et pour ceux qui vont glisser progressivement vers la délinquance, sur des structures, foyers ou autres, hein, soit foyer de protection de l'enfance pour ceux qui sont en enfance en danger. Moi, mon travail, en fait, vu que j'ai un peu bourlingué, comme je disais tout à l'heure, ce qui m'intéressait, c'est comment aider et accompagner ces jeunes, où on pourrait avoir un discours assez sombre et presque défaitiste, ce qui peut des fois nous arriver de temps en temps quand on travaille à leur contact. Leur dépressivité peut être contagieuse. C'est d'essayer d'imaginer et de créer des dispositifs. Donc, j'ai un petit côté créatif et j'ai pas trop envie d'abandonner. Dès que j'étais en difficulté sur des situations cliniques avec des sujets qui allaient mal, soit en situation individuelle, couple, famille ou groupe, je me suis dit qu'est-ce qu'il faut que je mette en place, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour essayer de les accrocher, les amorcer et de leur offrir une opportunité d'avoir un espace de soins psychiques, qui est peut-être pas orthodoxe, qui est peut-être pas traditionnel par rapport à nos habitudes, mais qui nous permet en tout cas de traiter. Donc ça donne de l'espoir. On sait que la puberté, elle arrive assez rapidement, elle est assez courte aussi d'une certaine manière, et que le processus adolescent peut s'étirer, et même le processus adolescent s'étire jusqu'à 24, 25 ans. On voit que le processus de maturité, c'est-à-dire devenir adulte, est extrêmement compliqué, et encore plus compliqué pour ces jeunes qui sont dits difficiles. Et du coup, moi j'ai cheminé, donc j'ai bourlingué un petit peu, j'ai créé des dispositifs ici. Et celui que j'ai présenté un petit peu dans l'expérience, je l'ai appelé espace transculturel intermédiaire. Donc c'est un dispositif clinique de groupe qui permet à ces jeunes de retrouver, je dirais, une dimension à la fois générationnelle, c'est-à-dire qu'on va retrouver plusieurs générations dans ce groupe de parole, dans ce groupe thérapeutique, ce qui est rarement le cas dans les configurations habituelles. On est plutôt sur des configurations, un psy ou un éduc et un groupe de jeunes, selon les modalités. Une dimension interculturelle, à l'image aussi de ce qu'on rencontre sur le terrain. Notre clinique fait qu'on rencontre des fois du familier, mais aussi des fois de l'étranger. Donc cette dimension-là, j'ai voulu expérimenter ce dispositif pour voir si on pouvait en tirer quelques-uns. Alors ça serait prétentieux de dire grâce à ce genre de dispositif, on pourrait y arriver, mais je suis persuadé que si on réinitie ce genre d'expérience, dans différents milieux, que ce soit l'école ou autre, en mélangeant des groupes d'adultes, de différentes générations et de différentes origines, avec des jeunes qui sont en difficulté et qui ont eu du mal à s'identifier, à se représenter, à être aimés, de pouvoir de nouveau revivre une expérience, je dirais, bienveillante, aimante. Et pour certains d'entre eux, c'est ce qui les déstabilisait parce qu'ils ne sont pas habitués, et on voit bien le travail aussi de l'éducation spécialisée, des professionnels, ils aiment leurs jeunes, alors pas l'amour qu'on pourrait dévier, mais cet amour qui est nécessaire à un enfant pour pouvoir bien se développer. Donc c'est vrai que les dispositifs, on manque de dispositifs peut-être adaptés à une certaine jeunesse en difficulté, où on doit compiler de l'intergénérationnel, de l'interculturel. Je ne t'apprends rien en disant, après on pourra laisser ouvrir le débat, que, alors, je ne sais pas si c'est un ressenti ou une appréciation subjective, mais que la place de la clinique, et notamment dans la réponse novatrice que tu apportes, c'est-à-dire à la fois le groupe et l'interculturalité, qui est quand même, en matière de regard psychanalytique et de pratique psychanalytique, quelque chose d'innovant. Enfin, en tout cas, ce n'est pas classique. Bon. On sait déjà que l'approche de la clinique, aujourd'hui, pour diverses raisons, subit une certaine méfiance. Parce qu'on est dans une logique, alors, beaucoup d'explications, dans une logique d'efficacité dans l'immédiateté, dans une transformation du comportement ici et maintenant, renforçant d'ailleurs de toutes les exigences et du coup nourrissant les jeunes en face encore plus, vers encore plus de révolte. Et comment peut-on sensibiliser les institutions à l'idée que c'est un processus qu'il s'agit d'engager par des réponses peut-être un peu plus massives à mettre en place,
et que, en fait, ça suppose de la part de nous adultes d'avoir pas peur de nous confronter à nous-mêmes par rapport à ces jeunes. Parce qu'il faut quand même avoir des prédispositions pour pouvoir, j'imagine, créer ce genre d'espace pour que l'autre puisse se trouver dans un cercle effectivement sécurisant, aimant, qui lui permet d'ouvrir la parole. Alors comment peut-on généraliser? Parce que ça, mon souci, pour moi, c'est ça, c'est comment peut-on générer une pratique plus généralisée de la clinique, alors qu'aujourd'hui, on observe plutôt une certaine méfiance, à tort, je crois, mais c'est un constat. J'ai envie de te répondre par la formation, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on peut aider? Qu'est-ce qui fait que les parents ou les adultes ou les professionnels sont démunis? Est-ce qu'on est suffisamment accompagné et formé pour pouvoir justement accueillir ces jeunes en grande difficulté psychosociale? Moi, je pense que non. Et même les psychologues, si on prend notre formation universitaire, voilà quoi, on fait des stages, mais on fait des stages. Donc on est presque des apprentis en sortant soit de nos écoles, soit de nos universités. Et c'est le terrain et les rencontres qu'on va faire sur le terrain et la capacité qu'on aura à mobiliser aussi nos aînés pour pouvoir finalement grandir. Moi, ce qui m'a aidé à la fac, on va dire, c'est de rencontrer les gens à l'extérieur de l'université, en fait, et de découvrir aussi comment ils travaillaient et qu'est-ce qu'ils proposaient, et se former aussi à l'extérieur du cadre ordinaire. C'est ce qui m'a permis d'initier, entre autres, l'approche groupale. Et j'ai remarqué par expérience aussi que le groupe nous aide personnellement dans la compréhension de soi. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. Et aussi par la suite pour pouvoir accompagner et mieux accompagner ceux qui sont voilà, en difficulté. Donc le groupe, pour moi en tout cas, fait partie d'un des outils indispensables à la fois pour se former soi, mieux se connaître soi-même dans son rapport à soi, dans son rapport aux autres et dans le rapport au monde. Et une fois qu'on a fait un peu ce travail-là, qui est pas... toi tu disais que tu n'avais pas fini, moi non plus. Hein, parce qu'on est quand même tous les deux ce soir pour parler des adolescents. Donc on vient parler un peu de nous finalement. On n'est peut-être pas fini. Je pense qu'il faut accepter aussi notre part adolescente dans certains contextes et savoir qu'elle existe. Et c'est souvent celle-ci qui vient se confronter à l'adolescent en devenir, ou du moins l'adulte en devenir, qui est un adolescent et qui vient nous percuter. Si on est à peu près au clair avec notre adolescent qui ne dort pas tout le jour en nous d'ailleurs, qui s'active parce que ça nous arrive de répondre en miroir à nos ados, hein. Donc on voit bien que notre part adolescente, elle n'est pas très loin. C'est un travail, effectivement, je dirais, d'introspection, que font la majorité des gens, et des fois, on a besoin de faire un travail un peu plus profond, d'analyse ou de travail sur soi, pour essayer de mieux accueillir, effectivement, ces ados qui viennent nous percuter. Juste encore un mot, puis après, on va ouvrir le débat. Ce que tu dis là, pour moi, paraît fondamental. C'est-à-dire que, d'abord parce que je l'ai vécu moi-même, hein, je pense que le travail sur soi, avec une certaine humilité d'ailleurs, une capacité à remettre en question et à oser voir ce qui n'est pas toujours beau à voir en soi, il faut quand même l'avouer. Hein. Mais c'est une étape pour ma part, qui est nécessaire et incontournable. Je vois dans beaucoup de séances d'analyse des pratiques, par exemple, eh bien, on dresse des barrières contre ça. Dès qu'on touche à l'idée de dire, mais pourquoi ça résonne comme ça chez toi? Ça résonne de quelle manière chez toi? Ça te parle à quel niveau chez toi? Et silence autour de la table. Donc on n'a pas culturellement l'habitude, y compris de ceux qui sont professionnels, parce qu'il n'y a pas que des professionnels ici, j'imagine, mais de pouvoir se dire qu'il y a un aller-retour sans arrêt entre l'accompagnant et l'accompagné. Alors quand c'est en groupe, c'est encore pire. Enfin, je crois que c'est encore des miroirs qui, en fait, où on nous renvoie d'une manière encore beaucoup plus massive les choses. Voilà. Je vais laisser la parole. Donc, s'il y a des questions, je crois que c'est le moment ou jamais. Levez le doigt, je vous passe le micro et je vais faire l'aller-retour entre Grégoire et votre question. Qui a la première question?
une réalité. Faut que vous... Oui, non, mais comment ça marche? Génération sacrifiée, non, c'est une hypothèse. Parce que lié à l'idée que je dis, mais le tableau qu'on nous dresse quand même est assez vertigineux tout de même. On se dit, mais où est la solution? Et après tout, est-ce qu'il ne faut pas refaire avec les nouveaux? Et est-ce que du coup, ceux qui ont subi, il y a un peu un sacrifice à faire? Apparemment non. Parce que ce qui est dit, c'est qu'il ne faut jamais désespérer des voies novatrices qu'on peut mettre en place. Personnellement, j'en ai mis en place aussi, qui sont peut-être pas cliniques, mais qui s'apparentent d'une façon assez similaire. Mais je crois qu'il ne faut jamais désespérer, y compris de le jeune et le pire, que, bon, c'était une parade de dire que génération sacrifiée pour dire devant le tableau qui nous avait été dressé. Il y avait une question. Allez, c'est parti. Du coup, je confirme effectivement les dires de Grégoire sur la notion de groupe et le fait que le regard qu'on avait porté sur ces gamins-là, nous, on était redevenus adolescents un peu, malgré tout. Je confirme. Dans le sens où, déjà, on est un peu... Mais pour le coup, effectivement, ça a marché parce que justement, on a déclivé. On n'était plus sur des postures d'éduc où il y avait du monde. Hein. Du coup, on était tous ados, en fait. On passait 2 heures, on était ados, et ça, effectivement, ça a marché parce qu'ils ne nous voyaient plus de la même manière, en fait. Puis on acceptait cette posture. On descendait d'une marche pour pouvoir dire, bah ouais, effectivement, on est un peu sur du collatéral. J'aime pas trop père parce qu'on n'était pas sur cette notion de père. Mais malgré tout, on était vraiment sur une expérience qui nous coûtait un peu. Hein, c'est sûr, hein, on sortait de là, on était rincés, hein, on était cuits. Hein. Mais malgré tout, ça a permis à ces gamins qu'on a suivis après, quelques années après, parce qu'il y en a qu'on garde pas mal de temps, de pouvoir reprendre et faire du feedback avec eux sur cette expérience qu'on avait, qui nous sentait privilégiés. On avait un privilège de pouvoir évoluer avec eux, et eux le ressentaient de la même manière. C'était vraiment intéressant. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, tu remets complètement en question le rapport éducatif, qui n'est pas dans, comment tu disais, Grégoire, c'est soit la loi du talion, quoi, hein, ou c'est toi ou c'est moi, etc. Mais on est dans l'ordre de quelque chose qui est dans l'idée, pas d'être au même niveau que l'autre, mais d'être en connivence avec ce qui se vit du moi de l'adolescent qui se réveille et de l'autre de sa réalité qui se parle. Je trouve ça intéressant. Vraiment intéressant. On se nourrit aussi de ce qu'on est, oui, et de ce qu'on a ressenti en termes d'adolescents. Je ne vais pas parler aux gens que je connais, avec qui je travaille, mais en l'occurrence, effectivement, on amène aussi ce qu'on est. Tout à l'heure, tu l'as dit un mot fort, qui est une notion bienveillante de la personne, en leur montrant qu'on est différent de ce qu'ils peuvent avoir en termes d'adultes en référence. Et à chaque fois, on essaye de descendre, et puis le but, c'est de les faire monter. Donc on est là ensemble pour pouvoir, mais cet aller-retour est sans arrêt, et sans cesse. Toute la journée, on fait cet aller-retour, on monte, on descend, c'est sûr. Mais après, c'est marrant parce que c'est riche de ce qu'on est, de ce qu'on a été en termes d'adolescent, et on va puiser nos ressources là. Moi, j'en suis persuadé. Ouais, moi aussi. Ouais, je pense aussi. Moi aussi, complètement. Autre, allez-y, n'hésitez pas à poser vos questions. Simplement si dans l'Assemblée, il y avait des membres du Casado ou des structures institutionnelles calédoniennes qui auraient pu nous faire un autre retour. Merci. Quand vous dites retour... Ah.
Non, c'est vrai que les propos, alors le choix que j'ai fait ce soir, c'était très ciblé, on va dire, sur une ouverture autour de la défaite des origines et de l'absence de répondants, qui est quand même générale. La plupart d'entre vous, je pense qu'on côtoie majoritairement des adolescents, je dirais, ordinaires. Mais pour certains d'entre eux qui sont les plus fragilisés et les plus vulnérables, c'est plutôt ceux-là à qui je me suis un petit peu, j'ai approfondi mes propos. Donc ça donne presque une tonalité un peu peut-être dépressive ou inquiétante ou autre, mais ça fait partie de cette jeunesse qui malgré tout fait beaucoup de bruit, qu'on a tendance aussi à stigmatiser et à stigmatiser un ensemble de jeunes. J'ai quand même fait le choix d'aborder ce public-là parce qu'il est quand même assez spécifique et surtout il y a une certaine résistance aux soins, on va dire entre guillemets ordinaires. Alors, pour avoir échangé avec des collègues du Casado sur différents dispositifs et pour avoir même participé à un psychodrame pour ados pendant plusieurs années au Casado, il y a des choses qui sont mises en place. L'intérêt un petit peu, c'est de se dire quelles sont les médiations qu'on va utiliser pour pouvoir répondre au mieux à ceux qui sont les plus abîmés. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être cette tonalité, on va dire, intrigante ou inquiétante, et aussi étrange, mais il faut se dire que ces jeunes, quand on est à leur contact, il y a cette étrangeté. On est quand même à la frontière, on est sur des pathologies limites. Pour certains, on est à la frontière de la psychose. On n'est pas sur des situations de névrosés ordinaires, avec la culpabilité, etc., etc. On voit qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements, on trouve sur la fonction surmoïque, où la notion des interdits, le vivre ensemble, les règles, etc., ne sont pas les mêmes, ne sont pas écrites pour eux les mêmes, et qu'il faut refaire de nouveau des expériences. Et quel type de dispositif pour se rencontrer? Voilà. Et c'est vrai que, quelles que soient les institutions, je pense qu'il y a des initiatives individuelles ou collectives qui permettent de faire, je dirais, des micro-expériences. Et des fois, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir en parler et communiquer pour essayer des fois de les consolider et les développer. Sur l'expérience de 2016, c'est vrai on aurait souhaité continuer. Il y a eu des contextes interinstitutionnels de crise sur le territoire qui n'ont pas permis le renouvellement de ce genre d'expérience. Voilà. Donc des fois, on est un peu soumis à d'autres contraintes. Mais c'est vrai que j'ai fait le choix de m'orienter sur les quelques pourcentages de jeunes extrêmement difficiles à traiter, à accompagner et à aider. Je ne sais pas si vous fréquentez beaucoup les institutions, mais je les fréquente pas mal. Et quand même, quand vous écoutez les professionnels, c'est d'une lourdeur invraisemblable. C'est-à-dire que les gens, quand ils parlent des jeunes qu'ils ont encadrés, c'est répétitif, ça prend de plus en plus de l'ampleur, c'est spectaculaire comme symptôme. Donc en fait, il y a de l'impuissance face à ça. Et donc, je pense que le propos de ce soir était de dire toute cette impossibilité à pouvoir réagir de quelque manière que ce soit devant des jeunes, par exemple, qui éclaboussent et qui pètent en pleine fleur, qu'est-ce qu'on peut en comprendre et quelle voie peut-il y avoir? Et forcément, la voie est complexe. Ce ne sont pas des adolescents ordinaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Non, enfin moi, je ne travaille pas directement au Casado, je suis cadre en pédiatrie ou Médipôle, où nous avons des lits réservés pour les enfants du Casado qui sont hospitalisés, puisqu'il n'y a malheureusement pas d'unité pour accueillir les jeunes en détresse. Et sur le problème de lignée, enfin des origines, en tout cas moi c'est quelque chose qu'on voit tout le temps. Sur les adoptions coutumières qui sont mal passées, sur les parents. Alors même si on dit dans la société que c'est la norme maintenant, que tous les parents sont divorcés, c'est pas vrai. Les enfants, ils sont perdus, ils ont multiples recomposés, des demi-frères, des demi-sœurs un peu de partout. Et c'est vrai qu'ils ont du mal à se positionner dans leur lignée, comme vous le disiez très bien. Et moi, la réflexion que j'avais, c'était, puisque vous dites que ces jeunes dysfonctionnent parce que dans leur petite enfance, ça a dysfonctionné. Moi, je suis puéricultrice de formation à la base, je me dis qu'il faut, enfin, c'est pas forcément, il faudrait agir tout de suite. C'est tout de suite. Et nous, on les voit, parce qu'on accueille les enfants de 0 à 18 ans. Et
est déjà petit, on voit bien que ça ne va pas. Et sur le fait qu'il y a du lâchage, enfin le lâchage, il est déjà à 2-3 ans, quoi, quand les parents ils donnent aucune limite. Donc, moi, je me dis qu'il faudrait... Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas les traiter quand ils sont ados, mais Non, mais c'est vrai. il faudrait intervenir plus tôt, beaucoup plus fort, enfin, qu'il y ait quelque chose enfin, de l'accompagnement parental vraiment très tôt, mais vraiment très tôt. Je me souviens d'une expérience où d'ailleurs un grand adolescent que j'avais suivi, qui après une activité un peu initiatique de mise à l'épreuve, a éclaté en sanglots et en criant. Et c'est la première fois qu'il est, disons, blouson noir, grand, 1,80 m en Seine-Saint-Denis. Il me dit, mais tu me casses les couilles parce qu'en fait, moi, quand j'étais petit, on m'a donné à manger dans une gamelle de chien. Voilà pourquoi je ne peux pas faire. Et pour qu'il puisse me le dire, il a fallu qu'il traverse une expérience de groupe, initiatique, d'épreuve, où il s'est confronté à lui-même. Et au niveau éducatif, complémentaire ou clinique, il y a des situations de mise en groupe. Je crois qu'à la DPJ, tu fais cette expérience intéressante. Hein. Il y a effectivement, le problème, c'est que c'est beaucoup plus difficile qu'à l'enfance parce qu'il faut qu'il rejoue. Ça revient en arrière pour pouvoir de nouveau réexprimer. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux être préventif. D'autres questions? Allez-y. Bonsoir. Je voulais vous poser une question par rapport au... il y avait le papa déjà qui n'avait pas réussi à l'école, donc vous parlez de néolibéralisme. Il n'a pas réussi à l'école, donc l'enfant déjà, il grandissait avec son père qui n'a pas réussi à l'école, donc c'était un peu son modèle, quoi. Et cet enfant, donc moi je vais vous parler un peu de l'histoire. Parce que ces enfants-là, même on ne parle pas trop de l'histoire de leur père, de leurs ancêtres, tout ça qui ont aussi perdu leur terre. Déjà, il y a tout ça. Mais ça, on n'en parle pas. Et ces enfants-là, peut-être, je crois qu'il parlait d'Elo Machoro, je ne sais pas s'il parlait de lui. Mais il y a tout ça derrière. Comment ça se fait que, voilà, les espaces, bon, attends, ils ne se retrouvent même pas dans les espaces. Les espaces, il n'y a pas les noms, tout ça à Nouméa déjà. Et voilà, on ne se retrouve pas dans les espaces à l'école. On ne nous enseigne pas notre histoire. Et c'est très difficile déjà en tant que personne dans une société, de se créer une bonne image de soi-même. Et en plus, on ne réussit pas à l'école. Et donc, les espaces, et même à l'école, on ne parle pas de l'histoire de la Calédonie. Et c'est très difficile. On ne parle pas de l'indigénat, on ne parle pas de ce qui s'est passé avec les Japonais, qui s'est passé. Ça, on ne l'apprend même pas à l'école. Et je crois que c'est important aussi ça pourrait être. Ça peut libérer les gens, surtout ces enfants kanaks et tout ça, et les petits océaniens aussi, qui même dans l'espace ici à Nouméa, on ne voit pas des noms de personnes qui viennent d'ici. On voit Olry, mais on ne voit pas ceux qui sont battus contre Olry. Et donc ça, je crois que c'est très très difficile de se retrouver dans l'espace aussi. Bon, peut-être que ça n'a rien à voir avec tout ce qui est psychologique, mais je crois que quelque part, ça joue. Ça joue dans l'esprit des gens, et surtout de ces jeunes-là. Pas que les jeunes, les adultes aussi. Voilà. Ce que peut-être vous interrogez différemment, c'est la question du récit. Quel récit on donne aux enfants de leur histoire, de leurs aînés, et comment ils s'inscrivent dans cette généalogie. C'est vrai qu'il y a un déficit, il faut reconnaître. Alors, c'est marrant parce que... c'est pas marrant, mais le constat qu'on fait, c'est qu'on a tendance à s'appuyer ou reprocher soit à la société, soit à l'école, entre autres, de ne pas faire ce travail-là. Et je pense que le travail du récit familial, entre autres, ça commence par celui-ci avant d'un récit sociétal, c'est au sein de la famille. Et le souci pour certains de ces jeunes, c'est qu'il n'y a pas de récit, ou ce récit est très troué. Donc se construire sur un récit troué, c'est extrêmement compliqué. Et ils sont obligés de colmater comme ils peuvent. Donc c'est vrai, je vous rejoins, hein, il y a sûrement encore un travail important à faire sur ce registre-là, mais je pense qu'il faut des fois, à notre modeste place, en tant que parents aussi, se réinterroger comment on va raconter notre histoire, notre parcours, nos écueils, comment on peut le communiquer à nos enfants, comment on veut parler de nos aînés aussi,
de nos traumas, ceux qui sont plus ou moins réparés ou réparés. Donc il y a vraiment aussi, je pense, aussi un travail dans la dimension nucléaire, au niveau familial. Et après, comme un petit peu les poupées russes, effectivement, il faut éplucher au fur et à mesure et atteindre d'autres strates et pour pouvoir traiter l'ensemble. J'avais une question par rapport, vous avez dit adolescents et adolescentes. On a entendu le cas d'Hector. Je m'interroge justement sur les adolescentes. En termes de proportion, ça représente quoi? Et est-ce que les agirs violents sont du même ordre ou différenciés? Enfin, ça m'intéresse de voir où on est. Voilà, si vous pouviez en parler un petit peu, si c'est possible. Au niveau statistique, moi je suis pas très bon. On va retrouver beaucoup plus de garçons, c'est sûr. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de filles qui s'inscrivent en tout cas dans ces parcours-là. Elles sont touchées comme les garçons, finalement, d'une certaine manière. Donc aujourd'hui, on a une proportion qui augmente. Et qui peut du coup être inquiétante parce qu'on n'était pas forcément habitué à voir ces modalités-là ou ces expressions-là chez ces jeunes filles. Oui. Ma question, vu qu'on est en Nouvelle-Calédonie, on est multiculturel. Et est-ce que c'est pareil pour toutes les ethnies, ce comportement-là des ados? Alors, ce que j'ai pu partager avec vous est issu de plusieurs travaux, c'est plutôt une dimension universelle. C'est important de le repréciser. On a tendance, ici comme ailleurs, à des fois essayer de trouver des raisons un peu ethnoculturelles ou spécifiques. Des fois, c'est le cas, c'est sûr. Mais sur les processus psychiques, on va dire, on est sur quelque chose d'un fonctionnement universel dans le fonctionnement humain. Donc ça touche tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, merci pour cette conférence débat sur un sujet qui touche profondément la société calédonienne dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et les chiffres sont là. Tout à l'heure, on disait que c'est alarmant le constat, mais en même temps, quand nous voyons aujourd'hui au niveau du camp S, excusez-moi, ça bug, hein. Je vais parler peut-être comme ça, sans le micro. Au niveau du camp Est, aujourd'hui, on sait très bien en termes de chiffres que 90% des détenus sont des jeunes d'origine kanak. On a des données ethniques, hein, ça a été mis en place par les relevés de l'INSEE depuis les accords de Nouméa. Et on voit qu'on a ce phénomène justement d'insécurité qui augmente d'année en année. Donc je pense que, et derrière, le sujet, c'est vraiment cette jeunesse qu'on peut dire parfois en errance, avec justement ces diagnostics qui ont été établis à la fois au niveau de l'individu lui-même, mais au niveau institutionnel aussi. Je pense qu'il faut vraiment mettre un curseur aussi dessus, parce qu'aujourd'hui, les phénomènes, ils sont multipliés, ils sont limite renforcés, et plus les années passent, plus nous voyons les écarts se creuser. Dans une société, il faut aussi prendre en compte la société, parce que c'est cela qui permet de vivre, de mettre tout simplement des lois pour qu'on puisse vivre ensemble, etc. Au-delà des discours politiques, là je parle vraiment d'un constat sociétal aujourd'hui. Nous sommes là, on voit très bien que les chiffres continuent de s'aggraver, et ça n'alerte personne. Donc cette conférence, elle est intéressante, et j'espère qu'elle va donner du fond non seulement aux élus, mais également à la société civile, et aussi en termes d'accompagnement au niveau des parents qui sont dans ces situations compliquées. Donc là, on a bien identifié les différents process que vous avez expliqués. Et je pense que la société, vous parlez tout à l'heure du récit familial, certes, mais le récit aussi pays, il est important.
il est important parce qu'il donne la trame, la philosophie, les valeurs dans lesquelles nous nous construisons, dans lesquelles les politiques publiques se déclinent, qu'elles soient à l'échelle éducative, mais également au niveau des différentes institutions. Là, tout à l'heure, la dame, elle parlait de la Casado, mais également les institutions, les différents relais qui prennent en charge les personnes en récidive, qui sortent du CORES, etc. Donc, on traite un sujet gros à la fois, mais complexe dans sa manière d'analyser les choses. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de faire le distinguo entre les deux niveaux, certes, mais il y a aussi un élément historique à prendre en compte dans la réappropriation de notre histoire, de sorte à ce que ces éléments de post-traumatique, à la fois post-colonial et aussi avant, en amont, soient réintégrés par ces jeunes-là. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure on parlait de stigmatisation, marginalisation, c'est un peu ça ce qui se crée avec Saint-Louis. On sait qu'aujourd'hui, cette tribu dans la ville, elle génère tous ces faits de délinquance, aujourd'hui qu'on sait très bien. Et c'est pas pour autant qu'on met en place une politique publique à l'échelle pays avec un récit derrière. Quelle société nous voulons pour le pays? Avec cette jeunesse qui est aujourd'hui entre deux mondes, entre deux cultures, entre deux visions, entre deux approches. Donc l'idée, c'est d'aller dans le diagnostic, mais vraiment de prendre tous ces éléments-là en compte, de sorte à mettre en place des propositions ensemble pour répondre véritablement aux problématiques de fond auxquelles nous sommes confrontés tous les jours et cette insécurité qui continue d'augmenter. Donc voilà, c'était pour mettre le billet aussi sur la partie sociétale aussi, où on a un enjeu majeur aujourd'hui au vu de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. En tout cas, merci beaucoup et on espère que le débat va s'enrichir encore pour les propositions. Si, ça marche. Votre intervention est très importante parce qu'en fait, vous approchez une clé de lecture qui est complémentaire. Il est évident qu'aujourd'hui, dans la société calédonienne, ça manque cruellement d'adaptation, enfin c'est même pas d'adaptation, des modèles de réponse qui soient adaptés au modèle mental de raisonnement et de fonctionnement mental de la population. Vous avez tout à l'heure évoqué l'école. L'école, c'est pas... Il y a un gros effort à faire. Vous êtes en train de demander de refaire le projet calédonien hein, et d'école. C'est ça. Ensuite, la question société est éminemment importante. Il ne faut pas oublier que l'écart des richesses en Nouvelle-Calédonie est aussi important qu'en Afrique du Sud. Si vous regardez comment ça se passe en Afrique du Sud, eh bien on a ce qu'on a, on aura peut-être ici. C'est-à-dire qu'il y a aussi le côté sociologique qu'il faut compléter avec la réponse qui a été développée ce soir. Et ensuite, la réponse pédagogique et éducative qui manque cruellement d'inventivité. Mais alors cruellement. Enfin, ça, c'est une opinion purement personnelle. Et je me rends compte, par exemple, dans les accompagnements de VAE que je fais actuellement, c'est un accouchement d'éléphant. Parce qu'à chaque fois que j'accompagne des professionnels en VAE, ils me sortent des clichés tout faits, tout préfabriqués. Et quand j'essaye de les démonter pour dire, mais attends, dans ta tête, ça fonctionne comment? Bien, on assiste à autre chose. Voyez? Et donc, c'est quand même, d'une manière générale, historiquement, on nous a un peu habitués à penser d'une certaine manière. Il va falloir déconstruire ça pour repenser. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Mais c'est tout à fait complémentaire. Ça ne s'oppose pas. C'est des clés de lecture complémentaires. Je sais pas, si... En plus, vous avez ouvert votre échange sur le pourcentage au camp Est. Tous les peuples autochtones du monde sont considérés comme des populations entre guillemets vulnérables et demandent une attention particulière. Et effectivement, les chiffres que vous décriez, on les retrouve dans beaucoup de pays, voilà, qui touchent la population autochtone. Donc effectivement, il y a une réflexion culturelle au sens noble. Et quand vous parlez d'histoire, il y a l'histoire avec un grand H. L'histoire de la Calédonie s'inscrit aussi dedans et tous les chamboulements du monde. Donc effectivement, il y a un vrai travail de récit. Mais moi, je suis pour le récit des poupées russes, des poupées emboîtées, quoi. Je pense qu'on doit commencer aussi sur ses origines, d'où on vient, d'où on est. Donc ça commence entre autres par la famille. Et après, effectivement, il faut élargir et il faut que la société puisse aussi progressivement donner un récit qui permette à chacun, à chaque adolescent de pouvoir s'inscrire dans la société.
C'est un peu le contrat narcissique, hein, c'est se retrouver finalement les uns les autres et partager à la fois des valeurs communes, des règles qui nous permettent finalement de fonctionner le mieux possible. D'accord. Nathalie Guillier, psychologue, anciennement au Casado. Donc je vais un petit peu parler pour mes collègues qui sont partis. On a peu de moyens au Casado en tant que seule structure de soins spécifiques pour les adolescents. J'en discutais tout à l'heure avec ma collègue. Des adolescents difficiles au sens où vous les présentez, nous en avons aussi relativement peu finalement qui viennent en soins au Casado. Pour autant, alors pardonnez-moi, je reviens à des considérations plus psychologiques. Il me semble qu'il y a un concept, enfin, en tout cas que vous laissez entendre, hein, Monsieur Thibouville, l'idée de la survivance de l'objet. Je crois que ces adolescents, ils nous donnent aussi à vivre, ils nous mettent à l'épreuve aussi dans ce qui n'a pas pu exister pour eux plus tôt. Ils se remettent dans des situations qu'ils n'ont pas pu éprouver de façon satisfaisante étant enfants. Et ils viennent véritablement, à mon sens, questionner notre capacité à survivre à leur destructivité. J'ai le souvenir d'une professionnelle d'établissement scolaire m'appelant un petit peu désemparée, me demandant comment faire pour qu'un adolescent que j'accompagnais en consultation ne soit pas à nouveau exclu de cet établissement qu'il venait d'intégrer, un adolescent qu'on disait poly-exclu. Et moi, de m'entendre de lui dire, donc à bricoler, que peut-être il s'agissait de trouver d'autres réponses que celle de l'exclusion, puisque lui ne faisait que répéter cette expérience initiale du lâchage, en quête peut-être d'une autre réponse qui serait peut-être davantage du côté de la réparation que de celle d'une exclusion, qui lui confirmerait un scénario bien connu et bien familier. Bon, forcément qu'une telle réponse n'est pas nécessairement satisfaisante pour un établissement scolaire. Mais de fait, il s'agissait d'être inventif et je crois qu'aujourd'hui, cet adolescent est toujours dans l'établissement. À nous mettre en suspens de la suite. Mais je vous rejoins tout à fait sur notre inventivité et la créativité à développer, même avec le peu de moyens qu'on peut avoir sur certaines structures. Merci. Allô. Sur la notion de créativité, effectivement, c'est important d'en parler. Moi, je suis à la DPJEJ, on a des activités de jour à la DPJEJ. Il s'avère qu'en ce moment, là, moi, sur mes 12 gamins qu'on a, j'en ai 9 qui sont de la prévention de la déscolarisation. J'en ai 3 du milieu ouvert, mais j'en ai réellement 9 qui viennent parce qu'ils craquent en cours, ils craquent dans le scolaire. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on dit tout à l'heure. Et moi, il y a des gamins que je vais garder là, qui n'ont plus de place nulle part, et que je vais garder, parce que je sais que si je ne les garde pas, ils vont faire multiples établissements, et je ne vois pas trop l'intérêt. Donc du coup, on est en train de décortiquer un petit peu ce qu'on peut trouver de meilleur dans le pédagogique pour pouvoir y mettre beaucoup d'éducatif. Clairement, moi, je suis issu de l'échec scolaire, donc je sais de quoi un peu je peux parler. Du coup, on va essayer de modifier tout ça pour pouvoir créer des choses, parce qu'on est obligé, on ne peut pas tenir un gamin qui craque en cours. Moi, je parle sous couvert de mes collègues. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de gamins qui peuvent pas aller, qui tiennent pas en cours, qui devraient normalement, alors ils sont SECPA pour beaucoup d'entre eux, mais ils sont pas normalement SECPA. Ils sont plutôt éducation spécialisée, il faut dire ce qui est. On n'a pas d'ITEP, on n'a pas de choses comme ça. Donc on fait qu'on tricote. Voilà, on tricote encore une fois. Et donc, moi, c'est ridicule hein, ce que je peux proposer. J'ai 12 places. J'en ai pas de multiples, j'ai pas autant. Mais je me dis, au moins ceux-là, on va essayer de les sauvegarder pour que, ensuite, après, avec
cette notion de ce privilège qu'on a de les accompagner en tant qu'adolescents, parce qu'on oublie qu'ils sont adolescents en fait. C'est comme ce on a été adolescents. Donc du coup, cette construction psychique qu'il faut quand même respecter, qu'ils sont adolescents. Alors ils peuvent être délinquants, tout ce qu'on veut, hein. Moi j'ai de tout, hein. Mais en l'occurrence, pour moi, ils sont adolescents. Ils sont d'abord adolescents. Et ça, il ne faut pas l'oublier, quoi. Mais je rejoins, hein, on n'est pas condamné, mais la chose intéressante, c'est qu'on peut construire, on peut essayer de voir, et puis après pousser un petit peu en disant, en interloquant les politiques, en disant, mais voilà, le constat est là. Vous êtes au bout, nous, on n'est pas très loin. On fait un peu d'apnée, un coup vous, un coup nous. Au bout d'un moment, ça ne peut que amener quelque chose de positif, parce qu'il faut voir que le positif, quoi qu'il en soit. Sinon, ça devient insupportable. Oui, bonsoir. Donc, j'aimerais juste apporter mon expérience. Je fais partie de notre chère école et j'ai participé l'année dernière au dispositif qui s'appelle Aide et accompagnement de la Nouvelle-Calédonie, qui est un petit dispositif mis en place par le vice-rectorat dans le cadre de la persévérance scolaire et qui accueille des jeunes décrocheurs. Et cette année, j'étais coordinatrice de dispositif. Donc, pour parler d'expérience, en fait, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que on peut effectivement aider ces jeunes, mais il faut des formats adaptés, il faut une équipe soudée et qui travaille sur le long terme. On va leur réapprendre un savoir-être, mais il faut déjà qu'ils aient un environnement social suffisant pour pouvoir être bien. Okay. Venir à l'école quand il faut marcher parce qu'on n'a pas les sous pour prendre le bus ou qu'il n'y a personne pour vous réveiller. Ou, voilà. C'est compliqué et on a toute la volonté du monde à vouloir les aider, mais si on est seul, c'est ce que j'ai vécu, eh bien ça ne fonctionne pas. Et un dispositif, il suffit pas. Il faut plusieurs dispositifs. Et donc, votre action, comme celle de Casado, j'imagine, que je ne connais pas, ces deux dispositifs qui existent, hein, qui ont été mis en place par le vice-rectorat et par le projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie, devraient être développés, et qu'on travaille en équipe, des éducateurs, les psychologues de l'éducation nationale, les enseignants qui sont volontaires pour venir remédier un petit peu, parce que c'est peu de choses qu'on peut faire, pour aider ces jeunes à être rescolarisés. Voilà. Mais alors, ce sont deux groupes qui sont censés être 12, ils sont un peu moins parce que... Pardon ? Oui. Alors, on est dans l'absolu un groupe de professionnels, mais qui ne travaillent pas forcément efficacement ensemble. Voilà. Alors, si, il y a des bonnes volontés, mais comme c'est difficile, en fait, d'être face à ces jeunes-là, il faut se relayer, en fait. Il faut se relayer, il faut avoir le même discours. Donc, c'est des cautères sur des jambes de bois, mais on peut faire autrement. On peut mettre un pansement plus efficace, si on le veut. C'est des volontés. Et les volontés, elles sont aussi, comme disaient les gens au-dessus, des volontés politiques. Okay. Volonté politique, c'est d'avoir des moyens, c'est d'avoir des structures, peut-être extérieures, parce que là, on a voulu mettre ce dispositif dans un lycée existant. Ce n'est pas forcément la solution, au moins au début. Voilà, donc il y a des réflexions à faire, mais il faut pousser ces réflexions pour avancer. Mais on a des résultats. Ils sont petits, mais on a des résultats. Et effectivement, je rejoins monsieur quant à le fait de comment se positionner à ce genre de jeunes. Mon expérience personnelle me fait effectivement penser que de retrouver un langage adolescent. Ça marche. Brancher, débrancher. De retrouver un langage adolescent, d'être à leur niveau et de leur faire comprendre que
la violence n'appelle pas la violence. Ça fonctionne, l'affectif fonctionne. Après, c'est de gros efforts, parce qu'il faut prendre sur soi. Et il faut aussi faire comprendre à l'entourage, d'autres parents, d'autres enseignants, que voilà, ça ne se fait pas en 5 minutes. Voilà. Merci. Voilà. Donc déjà par rapport aux programmes scolaires d'histoire-géo qui sont adaptés depuis la 6e en Nouvelle-Calédonie, où on apprend le programme, l'histoire de la Nouvelle-Calédonie en histoire-géographie. Et le deuxième point, donc c'était effectivement l'école n'est pas punching ball, comme l'a dit Jean-Claude à un moment. Elle est partenaire et depuis longtemps, elle a compris que l'objectif n'est pas de mettre l'élève dehors et puis de le laisser justement errer avec des jeunes qui risquent de l'emmener dans un chemin de délinquance. Donc il y a beaucoup de dispositifs dans le privé, dans le public, le privé, l'ADEC et les autres enseignements confessionnels, qui sont alors des systèmes de réparation avec des accompagnements, parce que le système de réparation, juste aller le faire, avoir une activité pendant qu'il est exclu dans une association ailleurs ne suffit pas, il faut effectivement l'accompagnement aussi. Donc voilà, l'école en fait est bien consciente de ça, il existe plusieurs dispositifs, à l'ADEC il existe le dispositif et d'autres similaires voilà, dans les autres enseignements. Ce que je voulais dire, ce n'est pas l'école qui était visée, c'est que le jeune en très grande difficulté en violence va utiliser l'école comme adresse pour exprimer sa propre violence. Parce que qu'est-ce qu'il cherche le jeune qui est en grave difficulté, tels que les mécanismes qui ont été décrits par Grégoire avec les différentes possibilités, les conséquences qu'il peut y avoir. Donc plus c'est grave, plus c'est inversement proportionnel, très très exigeant, de pouvoir faire face à l'idée que le jeune, quand il t'agresse, par exemple, ce n'est pas forcément à toi qu'il s'adresse. C'est parfois, il ne sait même pas, mais tu es là et c'est toi qui prends. Et le problème de l'école, c'est que très souvent, malheureusement, il le prend pour lui, pour elle. La personne le prend pour elle. Et donc l'absence de distance que l'école devrait pouvoir avoir pour pouvoir remettre un accompagnement sur un chemin, non pas qui correspond comme si ça avait été l'école qui avait été agressée, mais le jeune qui doit se réparer indépendamment de l'adresse. Et c'est ça qui est compliqué. Moi, j'ai été à l'ADEC, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui ont été très agressifs vis-à-vis des enseignements. Mais ce que les enseignants ne comprenaient pas, c'est que ça ne s'adressait pas aux enseignants. C'est que le jeune était tellement déstructuré qu'en fait, toute rencontre, il aurait été au foyer, ce serait pareil. Il aurait été dans un club, dans une maison de quartier, ça aurait été pareil. C'est-à-dire, et Hector, il avait brûlé l'école, je crois. C'est marchand. Donc c'est pas contre l'école en tant que telle, mais l'école n'est pas non plus formée à ça. Il faut dire ce qu'il y a. Elle ne peut pas être à la fois éducateur, assistant social, pédagogue, enseignant, gendarme, policier. J'entends. Oui. Mais il y a peut-être à pointer que c'est quand même un peu plus complexe que simplement le fait, je ne jette pas la pierre à l'école. Je dis simplement que l'école a du mal parfois à lire et à accueillir l'adresse violente qui est adressée par ce jeune. Elle le prend pour elle. Pour parler de mon expérience d'enseignante avec des jeunes un peu compliqués, parce que j'ai fait des lycées qui, même si les jeunes ne sont pas décrocheurs et même s'ils ne sont pas comme Hector à souffrir au point d'Hector, ils ont des comportements difficiles. Et la difficulté, c'est que même si on ne le prend pas pour soi, ce qui est mon expérience,
il faut gérer la classe. Il faut gérer la classe, donc il faut permettre d'avoir un système qui nous permet d'exclure momentanément la violence de ce jeune pour pouvoir continuer. On est là pour enseigner, on n'est pas là, comme vous dites, ni pour faire la police, ni pour faire le reste. Et on est obligé aussi d'être un exemple parce qu'il y a des règles, il y a un règlement intérieur. Et si ce règlement intérieur, malheureusement, ne s'applique pas, c'est peut-être des choses à revoir, hein, ne s'applique pas à ce jeune qui défaille, eh bien, les autres jeunes ne comprennent pas non plus. Donc, on a une position très, très difficile. Oui, aussi. Voilà. Mais je pense on a besoin, l'école a aussi besoin de moyens pour gérer ces situations qu'on ne nous donne pas. Quand même que l'école, très franchement, a besoin de se remettre en question. Je ne jette pas la faute à l'école. Je ne dis pas que les professionnels sont mauvais. Je dis qu'ils sont démunis. Et parce qu'ils sont démunis, ils font des choses de travers. Et je ne suis pas en train de chercher la faute. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Mais j'ai une caisse pleine d'exemples où les choses auraient pu se faire différemment. Et en toute bonne foi, l'enseignant ne voit pas. Parce qu'il n'est pas formé, parce que la pédagogie, ce n'est pas forcément non plus quelque chose qui relève d'une formation obligatoire initiale pour les enseignants du second degré, quand même l'avouer. Il suffit d'avoir une maîtrise en maths pour enseigner les maths. Et que la dimension éducative qui devrait être complétée. Moi, j'ai été élevé par les jésuites, ils avaient au moins ça comme leçon, c'est qu'ils faisaient toujours un croisement entre l'instruction et l'éducation. Ils ne le séparaient jamais. Ce qui fait que les choses étaient très différentes. Toute difficulté était un défi, et toute difficulté devient une opportunité et un défi pour rebondir, pour ouvrir un chemin. Mais le règlement était totalement secondaire. Mais totalement. Parce que c'est social, hein. Ce n'est pas éducatif, un règlement. Et je pense que c'est social, c'est pour réguler. Mais ce n'est pas parce que vous régulez que vous travaillez la personne dans son développement personnel. Or, ce qui manque chez les éducateurs, chez les enseignants, et ce n'est pas de leur faute, c'est que la dimension de l'accompagnement du développement personnel à travers l'enseignement et les apprentissages fait cruellement défaut. Alors en Calédonie, c'est encore pire, parce que les codes culturels sont quand même pas les mêmes codes que chez nous, et donc en fait, ça démultiplie les complications. Moi, je vous avoue que je me suis retrouvé je ne sais combien de fois en difficulté, mais j'ai toujours eu ce réflexe et l'exigence de me dire, je remercie mes éducateurs que j'ai eus, remets-toi en question avant de dire il faut faire ci, il faut faire ça, il faut mettre ci et ça en place. Regarde, toi, je rejoins un petit peu ce que disait le collègue, hein, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que ça fait bouger ou pas chez moi lorsque je suis en difficulté avec un jeune et quelle est la question que je me pose? Et je me pose toujours la question quand un jeune m'adresse la parole, quand je lui dis quelque chose, qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre à travers ce que je lui dis? Qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre à travers le comportement que j'ai devant lui? Je vous assure, vous en apprenez beaucoup sur vous, et la remise en question est quand même quelque chose, il faut quand même l'avouer, le monde enseignant a un peu de mal à ça. À son insu. Non. Oui, mais ça c'est... Non, je ne suis pas en train de dire que vous avez la mauvaise volonté. C'est pas une question de mauvaise volonté. C'est déjà, on n'est pas formé, vous avez tout à fait raison, on n'est pas des psychologues, on ne connaît pas la psychologie, même si on s'y intéresse adolescente. Mais on ne peut pas enseigner et gérer un problème de classe. C'est pas possible. C'est pas matériellement possible. Après, on peut le gérer différemment. On peut avoir une gestion de classe souple, ce que j'ai. Moi, j'ai pas beaucoup de problèmes dans mes classes. Mais quand un jeune, entre guillemets, part en vrille, vous n'avez pas de solution sur le moment. Voilà. Ça n'empêche pas de trouver des solutions après, mais sur le moment, c'est compliqué. Oui. Merci pour ces échanges. Oui, c'était juste un petit constat que j'ai eu récemment avec un jeune qui est rentré en cours alcoolisé.
Et il m'a raconté ce que je l'ai récupéré à l'infirmerie, voilà. Et il m'a raconté quelque chose de délicat. Enfin voilà, il s'était enivré le midi parce qu'il avait vu un berceau et comme il était, excusez-moi, j'aime pas trop le macro. Il avait été séparé de sa mère il n'y a pas très longtemps, pardon. Et le fait de voir son berceau rappelait son petit frère qu'il n'avait pas vu depuis quelques mois et tout ça. Donc il est rentré au lycée, il s'était alcoolisé. Et ce qui m'avait un peu perturbé, c'est que la sanction a été 3 jours d'exclusion. Voilà. Alors que ce petit, il hurlait la souffrance et il a dit, bon, le règlement, c'est le règlement, ce que je peux un petit peu comprendre, mais pas trop. Et voilà, c'était juste un petit constat. Et je me dis peut-être aussi, comme vous dites, assouplir un peu ces règlements très rigides sur des problèmes de souffrance des enfants et qui le manifestent peut-être pas comme le lycée le voudrait, mais voilà. C'était juste un petit constat récent que j'ai fait. Ok. Moi, c'est juste pour revenir sur la famille. Donc, moi, je travaille au CCAS de Nouméa et j'ai en charge la maison de la famille. Donc, juste pour faire part un peu de mes retours, côté notamment la mise en place du CDDF. Je ne sais pas si vous connaissez le CDDF, c'est le Conseil des droits et devoirs des familles que la mairie a mis en place l'année dernière. C'est un peu une grande messe solennelle avec le maire, le procureur, la police, les conseillers, etc. Effectivement, ça peut paraître un peu comme ça, un remontage de bretelles. Mais en ayant assisté vraiment à ce Conseil de droits et devoirs des familles, je me suis rendu compte que vraiment, c'est vrai que ça fait un petit peu un électrochoc pour les parents, parce qu'on leur rappelle les droits et devoirs d'un parent, etc. Et ensuite, après, donc, on les oriente vers différents partenaires, et notamment à la maison de la famille pour de la guidance parentale. Effectivement, on a pu rencontrer plusieurs familles, travailler à eux, mettre en place des accompagnements. Et on s'est rendu compte vraiment que quand il y avait des signalements parce qu'il y avait de l'absentéisme dans les écoles, notamment pour des petits de 3 ans, 4 ans, 5 ans, on se rendait compte, par contre, les parents ne les amenaient pas à l'école parce qu'ils habitaient en squat, il pleuvait, ils ne vont pas forcément les amener. Et la priorité des parents, c'était de se nourrir, se loger, etc. Donc effectivement, il y a un travail d'accompagnement, mais pas que sur la parentalité. On s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'un accompagnement global au fait de la situation, c'est-à-dire qu'il fallait travailler les ouvertures de droits, notamment avec la dématérialisation des bourses et tout ça, etc. Effectivement, il fallait travailler les ouvertures des droits, etc. pour pouvoir après, ensuite, créer ce climat de confiance, pour pouvoir travailler sur la parentalité, le temps qu'on passe avec ses enfants, l'importance de faire des choses avec ses enfants. À la maison de la famille, on a mis en place pour les ados, notamment des soirées parents d'ados, où là, on recrée du temps avec ces ados, notamment, on va faire des crêpes en famille, on va partager, je sais pas, des recettes, on va faire des activités avec ses ados. Au fait, c'est ça, c'est l'importance de donner du temps à ses enfants, en fait. C'est ça, on essaie de travailler ça, au fait, à la maison de la famille, faire des activités, des jeux, etc., à travers tout ce qui est activités ludiques, sorties, etc. Donc voilà, c'est un peu un partage. Voilà. On m'entend? Oui, parfait. J'avais une petite question sur le changement de comportement des adolescents difficiles. Qu'est-ce qui faisait qu'ils changeaient de comportement, d'après vos expériences, si c'est une compréhension des causes ou si c'est sur des motivations différentes. Et sur ces motivations, est-ce qu'il y en a certaines qui reviennent plus souvent que d'autres? Ce qui est peut-être parfois difficile à intégrer, c'est qu'ils ne nous reconnaissent pas, ils n'ont pas confiance en nous. Faire confiance à l'adulte, c'est prendre le risque qu'il nous arrive quelque chose. Parce qu'ils ont toujours été dans des milieux ou dans des environnements de ce registre-là. Donc, dans l'idéal, quand on crée des dispositifs, peu importe qu'ils soient dans le milieu scolaire, au sein de la famille ou autre, ça va être de leur permettre de vivre une expérience. Et une expérience de rencontre, une rencontre humaine. Alors, c'est des choses qui peuvent paraître très simples, mais sur le dispositif, par exemple, de groupe que j'ai très brièvement présenté, le fait d'être dans un lieu culturel, de s'incliner pour entrer dans la case, un certain nombre d'incorporats culturels, comme on dit, c'est-à-dire un certain nombre de comportements non conscientisés qui nous sont transmis, vont se réactiver. Et on va remobiliser des choses que même les jeunes ne pensaient pas que ça pouvait exister finalement, parce que c'était sur un registre non conscientisé, inconscient. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont éprouvé de nouveau l'expérience d'exister pour quelqu'un. Ils étaient importants.
ceux qui vont dans la case du sénat coutumier, c'est pas monsieur et madame tout le monde. À l'époque, c'était les élus, les hommes politiques, les invités internationaux, etc. Donc, ils se sont indirectement posé la question, mais moi, petit délinquant, je me retrouve dans un lieu où, en général, on n'accueille que des grandes personnes, des gens d'un autre monde. Donc, ces micro-expériences répétées, avec la dynamique, je dirais, du groupe d'adultes, avec la place du sénateur coutumier, qui est important, c'était quand même le grand-père, il représentait quelque chose du vieux, il racontait des histoires. Les jeunes étaient comme des enfants de 4-5 ans, en train de l'écouter. Et ces expériences-là ont permis progressivement à ces jeunes à refaire confiance à l'adulte, à pouvoir exister dans leurs mots, dans leurs yeux. Et ça, c'est très précieux. Hein, vous verrez que très peu, on arrive à nommer un enfant, savoir un petit peu quelle est son histoire. C'est très difficile, par exemple, pour un enseignant de connaître tout ça. C'est très difficile pour certains éducateurs également. Donc l'expérience, en tout cas, reposait principalement sur cet axe-là. Exister et être aimé aux yeux de l'autre. Faire cette première expérience qui est une expérience bénéfique. On a tous besoin de cette nourriture. Quand on ne l'a pas, on est malheureux. Et ceux-là, eux, ils sont très, très carencés. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de résistance aussi à pouvoir s'engager dans ce genre de dispositif, parce que ça veut dire baisser la garde. C'est s'autoriser à déprimer. Le risque, quand on aménage des dispositifs comme ça avec ces ados difficiles, c'est la dépression. Et c'est le meilleur qui peut leur arriver. Pour le psy, hein, pour eux peut-être pas, mais parce que cette dépression va leur permettre de passer un cap. J'espère avoir répondu à votre question. Il nous reste 5 minutes, si quelqu'un veut une dernière réaction ou une dernière question avant qu'on se quitte, sans réactiver les sentiments d'abandon. S'il n'y a pas de réaction ou de question, tu veux peut-être un dernier mot, Jean-Claude? Ouais, je m'en doutais, je te sentais fatigué. Oui, vous avez bien remarqué que ce qu'on avait dit au début, c'était quand même un peu compliqué. Et j'avais dit au début, vous vous rappelez que la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est qu'on sort d'ici en se disant, bon allez, il faut vraiment que j'accepte la remise en question. Chacun d'entre nous, si tant est qu'on est quel que soit le professionnel de n'importe quel secteur, c'est une exigence fondamentale de ne pas s'abriter derrière son bouclier en disant on fait ce qu'on doit faire, on fait ce qu'on peut, etc. C'est sûr, chacun est de très bonne foi, mais il reste quand même que l'idée, c'est quand même de se dire allez, il faut vraiment qu'on continue à se poser des questions pour s'améliorer. Je pense que ça a été une bonne expérience ce soir de partage des uns et des autres, des questionnements, et bon, je pense qu'effectivement c'est ça, c'est ce que je retiens moi. Ensuite, l'idée que Grégoire nous a donné, c'est la créativité. Moi, je retiens ce mot-là, c'est-à-dire, en fait, on est dans un temps éducatif où il va falloir inventer. Et alors, on a une expérience de choses qui est inventée et qui fonctionne, enfin, qui marche, qui permet. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on perde ce goût-là de dire qu'est-ce qu'on peut créer, qu'est-ce qu'on peut inventer. Merci. Ce sera peut-être le mot de la fin. Tu veux rester sur la créativité? Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour votre attention et à